Bienvenue à vous sur Mobility TV, la chaîne sur YouTube qui explore d'ailleurs toutes les évolutions du marché de la mobilité. Aujourd'hui, on va vous parler d'un phénomène en pleine accélération. Vous l'avez peut-être entendu lors du Mondial Auto ou du Salon Équipe Auto. C'est le rétrofit. On en parle avec nos trois invités. Aymeric Libaud, bonjour à vous. Oui, bonjour. Vous êtes le coprésident de l'AIR, les acteurs de l'industrie du rétrofit. Vous êtes aussi le patron de Transition One, que vous nous présenterez dans un instant. Nous sommes avec Victor Bréban, bonjour à vous. Bonjour, enchanté. De Noil, Noil pour No Oil, pas de pétrole, mais en même temps, vous faites du rétrofit pour du 2 roues, on est d'accord? C'est ça, tout à fait. Et vous étiez parmi les premiers à être partis dans ce domaine. Et nous sommes avec Carole Pezzali, bonjour à vous. Bonjour. Vous représentez Wavestone, je le disais, c'est un secteur qui a été plébiscité médiatiquement, en tout cas, au cours des 2 salons de la Paris Automotive Week. Les Français vont apprendre à découvrir le rétrofit. Oui, et de plus en plus, et ça va être un enjeu dans certaines régions très important avec les zones à faible émission qui s'installent et où, du coup, l'un des moyens de répondre sociétalement à la problématique de rentrer dans ces zones, c'est effectivement de proposer des aides au rétrofit. C'est ça. On n'aura pas assez de véhicules neufs pour remplacer les autres, on n'aura pas forcément les moyens. Donc vous répondez, Aymeric Libaud, à une urgence à la fois écologique de votre point de vue et en même temps pratico-pratique. Oui, le sujet, il est évidemment de cette transition écologique. Ouais. Avec 40 millions de véhicules en France et on en ajoute 2 millions les très, très bonnes années, on voit bien que mathématiquement, ça ne passe pas et on n'a pas ces 20 ans pour remplacer la flotte. Donc oui, il faut des solutions et quelque part, la voiture de demain, elle existe déjà, parce que les voitures ont une durée de vie qui sont assez longues. Donc à Transition One, on s'est un peu spécialisé sur les véhicules légers. Ça utilise moins d'énergie pour se déplacer. On essaye d'amener la bonne solution au bon message à ce que sera demain. Donc des véhicules légers inférieurs à 1,5 tonne, des Twingo, des Clio, des 207, des C1, etc. Je ne vais pas faire toute la liste. Exactement. Et en étant très pragmatique, en disant on va mettre une autonomie qui correspond à un usage très fréquent. On va mettre 100 km. En France, la moyenne est à 26 km domicile-travail. Bon, voilà, 100 km, c'est largement suffisant. Donc la question, ce n'est pas est-ce que j'ai assez d'autonomie, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de personnes qui ont besoin de cette autonomie au quotidien et que ça fasse une industrie. Voilà. Est-ce qu'il y a un marché ? Concrètement, c'était ça la question que vous vous êtes posée. Ouais, c'est ça. Et la question, nous, on arrive sur le marché, on va arriver fin 2023, début 2024 sur le marché. On voit aujourd'hui qu'on a 13 000 demandes de rétrofit. On voit aussi qu'on a 1200 demandes internationales, 1200 demandes pour devenir des installateurs. 500 sont en France. Et le carbone, les émissions de carbone, le carbone n'est pas un déchet territorial. C'est un déchet planétaire. Autant qu'on prend un objet, il est dans des frontières, le déchet, il est là. Là, on n'a pas intérêt à être parfait. Non. On doit tous l'être. Effectivement. Et d'autant plus que les nuages ne s'arrêtent pas aux frontières, comme on le sait. C'est ça. Parlons de ce marché que vous avez créé. Vous étiez les premiers à partir avec Noil sur le 2 roues, malgré tout. À quel moment vous vous êtes dit qu'il y avait un besoin auquel il fallait répondre ? Le besoin a été très clair pour nous, puisqu'on est avant tout utilisateur, donc utilisateur de véhicules 2 et 3 roues. L'idée étant qu'on a été confronté à toute cette nouvelle réglementation dont il a été question, donc les zones à faible émission, également la contrainte pour certains propriétaires de véhicules 2 et 3 roues thermiques qui demandent finalement beaucoup d'entretien, également de nouvelles municipalités qui mettent en place de nouvelles réglementations sur le stationnement. On prend souvent l'exemple de Paris, mais ça existe dans de nombreuses villes de France depuis un certain moment. Face à tout ça, finalement, il n'y avait que peu d'offres de véhicules 2 et 3 roues électriques. Et nous, on a trouvé un sens à valoriser le parc de véhicules existants, donc sur le même principe que la voiture, mais sur le véhicule 2 et 3 roues, puisque c'est des véhicules qui sont en général délaissés, alors que pour autant, il y a un vrai besoin. Il y a plus de 3 millions de 2 roues en France et il y a un usage quotidien sur des petites distances. Donc l'électrique se prête parfaitement à ce genre d'usage. Et c'est en ça que Noil souhaite pousser cette possibilité, c'est-à-dire convertir les véhicules 2 et 3 roues thermiques des concitoyens français.
Exactement. Alors parlons maintenant de ce qui s'est passé récemment. Il y a quelques jours, le gouvernement a lancé une concertation auprès de tous les acteurs de l'industrie française du rétrofit. Il y a quelques semaines, lors du mondial, Emmanuel Macron annonce que l'État va mettre 20 millions d'euros sur la table justement pour booster le secteur. Est-ce qu'on peut dire que la France est plutôt en avance par rapport à ses voisins européens sur ce secteur? Oui, la France, en fait, elle a beaucoup d'initiatives, à la fois venant de start-up et Renault, en fait, qui vraiment s'est lancé dans la réflexion, non seulement avec les logiques de rétrofit, en partenariat avec la start-up Tolv, anciennement Phoenix Mobilité, que nous avions accompagné côté Wavestone. Donc ça crée vraiment en fait des initiatives qui vont se permettre de rentrer dans une économie circulaire, dans une réflexion effectivement de solutions qui doivent être multimarques et internationales. Donc oui, la France a vraiment des assets, des atouts pour le développer. Je ne cache pas en fait qu'il y a encore quelques années pour qu'on arrive à une certaine maturité. Mais là... Qu'est-ce que vous entendez par maturité d'ailleurs? C'est quoi l'objectif de maturité pour le secteur du rétrofit? Alors, l'objectif de maturité, c'est qu'on arrive à des solutions industrielles qui soient vraiment acceptées en multimarque, qui soient à un niveau aussi de coût qui soit plus accessible. Aujourd'hui, le coût moyen, je pense que vous l'avez publié, c'était aux alentours de 10 000 euros pour faire un rétrofit. Or, quand on voit des accompagnements avec des communautés qui offrent une aide par exemple, autour de 4 000 euros, encore loin en fait. Donc il y a vraiment un enjeu de diminuer. On commence par les véhicules utilitaires. L'enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte que ce soit accessible pour chacun de nos concitoyens. Sachant que même si 10 000 euros, c'est particulièrement cher, c'est moins de la moitié du prix moyen d'un véhicule d'occasion aujourd'hui. Donc concrètement, c'est presque rentable. Est-ce qu'on a une idée d'ailleurs de l'espérance de vie du véhicule rétrofité, on va dire une fois? Alors, c'est déjà basé sur l'espérance de vie du véhicule. Donc, des véhicules après 2000 qui ont vécu des traitements anti-corrosion sur le châssis ont évidemment une espérance de vie plus importante que ceux d'avant, de la génération précédente. Mais donc, quand on est dans un monde d'économie circulaire, comment on utilise ce véhicule le plus longtemps possible? Donc, dans cette partie rétrofit, il y a évidemment la motorisation. Un moteur électrique, on l'emmène à 1 million de kilomètres. Donc, il aura certainement une vie en économie circulaire, au-delà de sa première voiture que le moteur électrique aura rencontrée. C'est incroyable. Et puis après, le pack batterie, qui lui est la partie avec l'espérance de vie la plus courte. Nous, on essaie de les emmener à 10 ans par rapport aux usages qu'on aura sur les voitures. Mais oui, il faut viser un modèle économique qui soit abordable. Et on a pu faire des travaux avec la Banque des Territoires cet été. Quelqu'un qui aura un usage 30-40 km par jour au quotidien pour se déplacer, il va avoir un budget par mois, bon, ça oscille un peu en ce moment, mais aux alentours de 130 euros. Quand financé sur 7 ans un budget de 10 000 euros, c'est 138 euros, assurance comprise. Donc quelque part, alors, il y a encore l'énergie électrique intégrée dedans, mais on voit que c'est pas le passer au rétrofit, c'est pas quelque chose qui va être fondamentalement plus coûteux. C'est simplement un déplacement des budgets. On paye la même chose à peu près, mais on le paye ailleurs et on garde sa voiture. Voilà, et l'impact en plus. Et une moins de restrictions de mobilité. Les ZFE, si on prend celle du Grand Paris, c'est 1,2 million de personnes qui vont être concernées à l'intérieur de la 89. 13 mois. Quelle solution? On n'y est pas encore. Pour l'instant, c'est toujours la date qui Ça reste un objectif politique. Pour l'instant, c'est pas encore confirmé. Mais quelque part, il faut des solutions et pour pouvoir aller vite. Et si on veut aller vite, il vaut mieux réutiliser ce qui existe plutôt que d'essayer d'ajouter par le haut. Et ça, c'est le message que vous allez porter. C'est le message que vous portez auprès du gouvernement pendant cette concertation. Oui, en fait, cette consultation vise à identifier des verrous. Qu'est-ce qui empêche la filière d'aller plus vite? Oui, il y a des coûts d'homologation. Oui, il y a des coûts liés sur l'industrialisation. Oui, il faut arriver à réduire les coûts sur la commercialisation, l'aide à la vente. Et donc, en fait, c'est identifier tous ces verrous immédiatement et ceux qui seront après pour encore aller plus loin, internationaliser aussi. Voilà, les députés européens, le 8 juin dernier, quand ils ont voté la fin à la vente des véhicules thermiques neufs pour 2035, ils ont aussi voté un amendement demandant l'harmonisation d'un rétrofit de série, comme en France. C'est ça. Sur toute l'Union européenne. C'est européenne. important d'ailleurs, parce que globalement, on était les premiers. Et à ma connaissance, on est presque les seuls encore.
On est 2 pays à avoir une réglementation de série. Le premier, c'est l'Italie, qui l'a eu en 2017, mais qui est sorti spontanément du gouvernement, sans entrepreneur en face. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre. Exactement. Alors que là, c'est parti des entrepreneurs. On est une quinzaine d'acteurs engagés, très volontaires, avec une volonté industrielle et de pouvoir déjà produire d'avoir déjà produit plusieurs millions de rétrofit avant cette date de 2035. Ce qui serait quand même formidable. Alors Victor Bréban, 2 questions. Vous êtes partis les premiers. Donc combien de 2 roues ou de 3 roues rétrofités depuis le début de l'aventure Noil? Et ensuite, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour aller plus vite? Alors, combien de roues? Juste pour rappeler, il y a des homologations, comme le disait Aymeric, à passer. Donc, nous, on les a obtenues en 2021 pour 2 de nos modèles. Donc, l'industrialisation a commencé fin d'année 2021, début d'année 2022. Depuis cette date, on a électrifié près de 600 véhicules. Donc, ça montre vraiment qu'il y a une traction et une demande des clients et des propriétaires de véhicules 2-3 roues comme des véhicules 4 roues. Ce qu'il nous faudrait maintenant pour aller plus vite, c'est comme beaucoup d'enjeux, comme beaucoup de sociétés, c'est plus de fonds pour pouvoir investir davantage sur les lignes industrielles et également développer les futurs kits d'électrification pour étendre cette gamme. Et ça passe par des homologations qui ont un coût, comme le rappelait Aymeric. Et ça passe aussi par de la recherche et du développement et de l'investissement. C'est ça qu'il faut pour ce secteur, Carole Pezzali? Oui, clairement, un investissement, parce que du coup, c'est maintenant qu'il faut pouvoir investir pour développer les solutions industrielles, pour aider les particuliers aussi dans les 2-3 prochaines années à accéder au rétrofit, parce qu'effectivement, dans la durée, le coût sera équivalent, mais le ticket d'entrée reste là. Et là, la question, c'est comment les aider. Et pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses. On n'a pas encore les réponses, mais en revanche, on sait à peu près qui frappe à la porte. Aujourd'hui, qui est le client type d'une entreprise qui fait du rétrofit? C'est quelqu'un qui est plutôt écolo ou alors c'est quelqu'un qui est très attaché à son véhicule et donc ne veut pas lui dire au revoir et veut qu'il continue à rouler? C'est qui? Alors, ça va dépendre de la catégorie de véhicules à laquelle on s'adresse. On a une partie, nous, de notre activité qui est dédiée aux véhicules vintage, donc aux anciennes mobylettes et autres. Ça, c'est des gens qui ont vu des véhicules perdurer dans leur famille depuis un certain temps et au final être délaissés, malheureusement, dans des granges, dans des caves, dans des parkings. À côté du Solex. C'est ça. Alors qu'on peut les réutiliser très facilement. Donc, c'est des gens qui font appel à Noil pour pouvoir continuer à transmettre ce véhicule, continuer à ce qu'il ait une vie qui perdure. Et après, on a évidemment des gens qui utilisent au quotidien leur véhicule pour des raisons de contraintes réglementaires, de coûts d'essence dernièrement, et également pour conviction écologique, qui souhaitent convertir leur véhicule à l'électrique, parce que tout le monde connaît très bien la sensation d'avoir un bruit vraiment tonitruant au démarrage et qui soit très embêtant pour le plaisir et la vie de tout le monde au quotidien. Donc c'est vraiment des gens qui souhaitent faire un effort collectif pour que la vie en ville soit plus paisible pour tout le monde. Et c'est en ça... En ville et à la campagne d'ailleurs, parce que le scooter trafiqué qui fait beaucoup de bruit autour du pâté de maison... C'est un fléau partout. C'est un fléau absolument partout. À qui doit s'adresser ce marché demain? Imaginons que vous arriviez à prendre vraiment une échelle industrielle. Qui doit être votre client? Alors, c'est un client qui peut subir des aides-feux et qui se dit j'ai toujours besoin de maintenir ma mobilité. Je ne peux pas le faire avec les transports en commun parce qu'il faut arriver à privilégier le transport en commun pour avoir une mobilité bas carbone. Donc, ça, c'est une partie. C'est aussi celui qui se dit pourquoi je vais changer de voiture alors que ma voiture roule encore. Donc, on change les règles, on sort du réglementaire, la voiture qui a trop d'émissions. Et donc voilà, ça c'est un usage. Et puis, il y a celui qui est évidemment écologiste, qui se pose des questions pour demain et qui se dit comment on fait mieux avec moins, si je pousse bouchon un peu plus loin. Comment on fait mieux avec moins, donc comment on réutilise, comment on fait de l'économie circulaire. Et donc voilà, et nous on voit que il n'y a pas d'âge. On a des demandes de rétrofit. Comme je disais tout à l'heure, on en a 13 000. Des personnes qui sont des retraités, des jeunes, des mères de famille. Et qui viennent de toute la France ou plutôt de zones à faible émission? Qui viennent de toute la France. La zone à faible émission, ça commence à arriver. Et puis, il y a une autre population. Nous, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en ce moment. C'est comment répondre au leasing social à 100 €. Avec le neuf, ça frôle la possibilité, mais qu'une voiture qui est produite avec beaucoup de carbone... Réutilisons les voitures, rétrofitons-les, et on peut faire un leasing social à 100 € pour cette population
qui ne pourra pas avoir les solutions du haut de la pyramide. C'est ça. Donc la population qui est dans les grandes métropoles, qui sera peut-être plus précaire, qui n'a pas le même pouvoir d'achat et qui en même temps ne peut pas se passer de son véhicule. Et qui pourra avoir le véhicule moderne de demain, qui sera issu de l'économie circulaire, qui aura les autonomies suffisantes pour un usage quotidien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui coûte trop cher? Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans le rétrofit concrètement? Et sur quoi on peut chercher à faire des économies plus tard? Alors, je pense que vous pourrez effectivement compléter mes propos, mais il y a effectivement toute la recherche industrielle pour concevoir les solutions. Il y aura aussi, bien évidemment, la formation et enfin les batteries. En fait, concrètement, c'est les batteries. Comme toujours, comme dans le neuf d'ailleurs. Comme dans le neuf, comme dans l'occasion, exactement. Donc c'est quelle part d'ailleurs du prix du rétrofit? C'est 90%? Peut-être pas 90%, mais au moins 60% est constitué par le prix de la batterie. Oui. Et où est-ce que vous voulez procurer ces batteries? Alors nous, on les développe en France. On a un partenaire avec lesquels elles sont co-développées et du coup installées sur les véhicules des clients par la suite. Exactement, pareil. Sur la voiture, telle que nous on le propose avec ces 15 kWh, on est plutôt à 50% du budget. Nous, on a un objectif, c'est de produire bas carbone. Ouais. Bas carbone, bas carbone. Et donc, comment on développe une industrie bas carbone? On fait à proximité, par transformation par des garagistes, déploiement de micro-factories régionales pour assembler nos unités de rétrofit, et le sourcing. Moteur français, inverteur français. Rétrofit made in France. Cellules chinoises. Normal. Par contre, en industriel, si notre métier d'industriel, c'est d'optimiser les prix, d'optimiser les process, eh bien nous, avec notre double comptabilité financière et écologique, eh bien, on doit optimiser l'impact carbone. Fabriquer une Zoé, c'est 7 tonnes. Nous, notre analyse de cycle de vie nous emmène à 2-3 tonnes. Donc c'est considérable, c'est moins de la moitié. Quand on va avoir des fabricants de cellules européens, français, Vercor, ACC, et qu'ils exprimeront le souhait de vouloir vendre au rétrofit, ils veulent des gros marchés, donc il faut que les marchés soient importants. Et ben on aura tout intérêt à s'approvisionner chez ces fabricants de cellules en France. Ça fera baisser le carbone, un prix qui soit même équivalent à celui qu'on a en Chine ou un peu plus cher. Et voilà, et quelque part, on aura optimisé à la fois nos prix financiers et notre coût carbone. Et c'est ce qui permettra à ce secteur de fonctionner. Combien de véhicules on devrait pouvoir être en mesure de rétrofiter, disons, à l'approche de 2035? Victor Brébant. Alors, combien de véhicules? Nous, on espère faire plusieurs centaines de milliers, voire des millions de véhicules rétrofités. Pour ça, il faut qu'on ait les moyens. Il faut que tous les acteurs autour de la table, que ce soit des acteurs gouvernementaux, des industriels, comme nous, des investisseurs, unissent leurs forces. Et dans ce cas-là, tous ces horizons-là peuvent être atteints largement. C'est quoi les horizons, d'ailleurs, de développement les plus importants pour ce secteur-là? Alors déjà, juste pour répondre, en fait, je pense qu'il faut être ambitieux. En 2035, il faut viser 50% du parc minimum. Je pense que c'est un minimum pour que ça puisse répondre à l'attente des Français et qu'ils puissent avoir ce droit à la mobilité dans des bonnes conditions avec la transition écologique. C'est plus qu'ambitieux. Oui, mais en même temps... 50% minimum, c'est un bel objectif. C'est d'ici 2035. Je sais qu'il y a beaucoup de révolutions sur la filière automobile. Thierry Breton l'a rappelé. Il y a un enjeu, en fait, vous évoquiez tout à l'heure ce qu'est un secteur à maturité. N'oublions pas les batteries, le recyclage des batteries. En fait, espérons que c'est aussi un secteur qui va se développer en France et qui va permettre réellement au rétrofit de se développer également. Et ça se trouve, on va même rétrofiter les batteries plus tard. On verra si jamais on arrive à trouver des solutions. Au-delà de ça, parlons de l'horizon qui est beaucoup plus proche, celui des zones à faible émission. On n'aura pas le temps, on ne sera quand même pas prêt pour y répondre massivement et pour permettre à la moitié de la population française qui est concernée de continuer à pouvoir se déplacer. Il y a un vrai enjeu autour des zones à faible émission, c'est l'amélioration de la qualité de l'air. Quand vous parlez d'ambition, oui, il y a une urgence climatique, il faut y mettre beaucoup d'ambition. Qu'est-ce qu'on est en train d'écrire dans le livre d'histoire? Donc, le sujet, c'est de dire comment on voit grand. Alors, évidemment, il y a une réalité temporelle. En 2023 ou 2024, on ne fera pas 10 millions de véhicules rétrofités. Et pourtant, justement, c'est à peu près le nombre de véhicules. C'est bien le sujet de cette consultation. Comment on va pouvoir industrialiser très fort? Donc, ça demande des moyens financiers. Transition One, avant 2035, c'est comment en avoir déjà rétrofité 10 millions dans le monde.
On me pose la question, mais pourquoi cette ambition? Il y a une urgence climatique, il faut amener les réponses en face. Et en se mettant à plusieurs acteurs, oui, on arrivera à amener une réponse industrielle. Maintenant, sur plus court terme, avec ces zones à faible émission, ça veut dire que, voilà, dès maintenant, il faut avoir ces ambitions. Nous, c'est 5 ans, 100 000 véhicules en Europe, parce qu'ils existent. Pour prendre des véhicules, ils existent partout en Europe. C'est vrai. Harmonisation européenne, ça veut dire que c'est juste une scalabilité géographique. C'est ça. Et vous partez d'une scalabilité de modèle. Et si les Français sont partis les premiers, ils peuvent partir aussi à la conquête des autres marchés. C'est bien ce qu'on explique au niveau de la filière. C'était le carrefour des pionniers et des ambitieux sur Mobility TV. Merci à tous les trois d'être intervenus. Émeric Libaud, coprésident de l'Air et fondateur de Transition One. Merci à vous, Victor Bréban de Noil. Et merci à vous, Carole Pezzali de Wavestone. Cette émission que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Mobility TV.